Il y a une petite année pour une couverture pour Pierre Actual. Et j'ai passé une matinée avec lui sur ce projet à discuter, à essayer d'en retranscrire un petit article en parlant d'architecture géologique. En tout cas, c'était une magnifique rencontre, aussi bien avec Antonio que ses collègues. Antonio, je te laisse la parole. Alors, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup à Gilles tout d'abord pour me donner cette opportunité de partager avec vous cette expérience. Je vais vous dire que ça ne va pas être facile de parler après Rudy qui est là. J'espère de ne pas vous endormir. Du coup, je vais devoir improviser un petit peu par rapport à ce que j'ai. En fait, j'avais prévu de vous endormir. Donc là, je vais changer. Je vais vous parler d'un projet à Malte, sur l'île de Malte. On est au centre de la Méditerranée, donc parfaitement en thème avec le MUSEM. C'est un projet qui est né, il faut dire, en 1986. Le gouvernement nous avait appelé à dessiner la nouvelle entrée de la Vallette. L'agence Piano, à l'époque, évidemment, je n'étais pas là, mais l'agence Piano avait dessiné un projet qui, je peux dire tranquillement, heureusement que ça ne s'est pas fait, parce que c'était une époque d'effervescence, il y avait beaucoup de voitures, il y avait donc dans le fossé, l'agence avait dessiné un parking, et finalement, le fait qu'il nous ait rappelé 20 ans après, en fait, on nous a appelé à nouveau en 2009 pour redessiner la porte, c'était bien parce que voilà, on a pu réfléchir à nouveau, parce que les projets vieillissent malheureusement. On est à La Vallette, c'est un site classé de l'UNESCO, c'est une ville classée de l'UNESCO. C'est un site impressionnant. Là, vous voyez, c'est vraiment l'entrée, les fortifications, les remparts. Ça, c'est le Cavalier Saint-James, Saint-John de l'autre côté. Ça, c'est Republic Street. Donc, on est au milieu d'une ville fortifiée construite par l'Apparelli au milieu du XVIe siècle. C'est une ville qui a été bâtie d'ailleurs, les fortifications, dans une période de 5 ans. C'était très court. Mais la ville, elle a une connotation, je dirais, plutôt baroque. Elle s'est développée au cours du 1600 avec les chevaliers de Malte. Il faut penser qu'à Malte, à l'époque, on parlait 8 langues différentes parce qu'il y avait les chevaliers qui venaient de toute Europe et c'était une vraie capitale globale en quelque part. Hein. C'était impressionnant. Bon, bref, le gouvernement nous a demandé de dessiner ce projet qui s'appelle Citygate, mais qui en réalité est une opération un peu plus complexe qui comprend l'entrée de la ville, donc la nouvelle entrée de la ville, le Parlement et l'Opera House, un opéra. La première chose la première décision, enfin quand on était là-bas, c'était la question des matériaux. Les gens avaient peur que si l'agence Piano arrivait là, ils allaient dessiner un bâtiment en verre, un bâtiment moderniste, un bâtiment, enfin. Et donc ils avaient vraiment peur. Ils étaient, Et nous, disons que c'était assez évident qu'il fallait construire en pierre, avec de la masse en tout cas. On avait même pensé au béton, et ça je le dis parce que je pense on pense en plein accord avec ce que Rudy dit et aussi Gilles Perrodin, que le béton est une matière noble. Donc il y a eu un moment où on avait pensé aussi à ça. Mais on est revenu sur l'idée de la pierre parce que Malte, c'est un caillou. Malte, c'est de la pierre, c'est un bloc de pierre, un caillou, un rocher au milieu de la Méditerranée. Ça, c'est le début de l'aventure. Du moment où on a décidé de construire en pierre, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on ferait? Quelle est la façon la plus honnête, la plus franche d'utiliser la pierre? On a commencé par se dessiner une carrière. On a fait le tour de Malte. Et Malte, le paysage de Malte, vous verrez, il est déchiqueté, il est découpé, il y a beaucoup de carrières sur ce territoire
mais qui finalement, le territoire, il est très plastique, il est quasiment sculpté par la présence de toutes ces carrières de pierre. C'est une pierre très molle, c'est une pierre, une limestone qui est vraiment un calcaire, qui est très mou, très facile à travailler. Donc on a commencé en se disant, si on voudrait faire ce projet, quelle est la carrière qui nous conviendrait au mieux? Évidemment, on ne connaissait pas toutes les carrières, mais on s'est dessiné une carrière. Nous, on a imaginé une carrière et on s'est dessiné cette carrière-là. Ensuite, on s'est dit, si on trouverait une carrière qui nous convient, ça serait bien si on pourrait extraire la pierre qui nous intéresse par des strates et ensuite la remonter à l'envers, histoire de sortir le bâtiment. C'est comme si pratiquement le bâtiment, il sort entièrement de la carrière et on laisse le négatif sur place. Évidemment, c'est une opération provocatrice, une opération un peu voire très abstraite, mais ça a eu quand même un avantage de placer immédiatement la barre de ce qui était nos envies, parce qu'on trouve que c'est quand même un métier de plaisir, celui de l'architecte, c'est un métier de conscience, mais un métier de plaisir. Et le fait de mettre la barre assez haut, ça nous a servi parce que il s'agissait aussi d'un bâtiment institutionnel, le Parlement de Malte. Ça, c'est le site. Ça, c'est l'entrée à la ville, elle est comme ça. Ça, c'est le fossé. Donc, on a dessiné le fossé, les remparts, la porte d'entrée, la zone de la porte d'entrée. Ça, c'est l'opéra de Berry qui a été détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale, construite en 1870. Et le gouvernement nous avait demandé de dessiner le Parlement sur le site de l'opéra. C'est un site qui, comme j'avais dit, l'opéra construite par Berry, détruite, pas tellement détruite. Il y a eu une bombe qui est tombée dessus pendant la Deuxième Guerre mondiale et les Maltais ont fini par l'écrouler parce que le bâtiment il était tout à fait récupérable. Mais le gouvernement nous dit, s'il vous plaît, dessinez-nous un parlement sur ce site. On trouvait que c'était vraiment pas bien. On a expliqué au Premier ministre que ce n'était pas le cas de rayer de l'histoire de cette ville 2 pages d'histoire. Un, c'est en quelque sorte l'héritage de Berry, l'héritage du passage des Anglais. Et la deuxième page, c'était l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Donc on a insisté pour qu'on garde, pour qu'on préserve ce site et on a proposé de déplacer le Parlement sur ce site-là, qui d'ailleurs était, comme vous le voyez, le grid, c'est une espèce de Manhattan du baroque, ce site. La trame elle est très régulière et ce site, c'est Dent Creuse. D'ailleurs, ce n'était jamais prévu comme place parce que la place, elle est plus en profondeur. Donc on a décidé, on a proposé de compléter le bloc, de compléter la grille, de déplacer le site, le Parlement de là, ici, et donc de réutiliser, de redonner une nouvelle vie au site du théâtre. Ça, c'est ce qu'on a trouvé quand on est arrivé. En 1962, Malte devient une république indépendante, donc les Anglais partent. La première chose que les Maltais font, ils détruisent la porte que les Anglais avaient laissée et ils la substituent avec celle-là qui est beaucoup pire que celle qu'il y avait d'avant, construite par un Italien, Bergonzo, qui a construit une espèce d'architecture rationaliste, fasciste, si je peux dire, de l'époque. Enfin, et avec ça aussi le colonnade autour de la place. Ils ont scotché des arcades sur le Cavalier, ils ont scotché des arcades sur les remparts. On a même retrouvé des magasins qui ont été creusés à l'intérieur des remparts. Et donc c'est un site qui a été vraiment violé. Mais les Maltais en étaient assez fatigués. D'ailleurs, le pont avant, c'était le pont des Chevaliers, il faisait 7 mètres de large. Dans le temps, il a été élargi et quand
quand vous passez de 7 mètres à 28 mètres de largeur, vous perdez la sensation de traverser un pont, vous ne voyez plus le fossé et vous perdez le charme de le geste de traverser un fossé et rentrer dans une ville fortifiée. Ça, c'est l'entrée depuis l'intérieur. Ça, c'est le site de l'Opéra, qui était d'ailleurs, il y avait des parkings partout. Ça, c'était un parking. À l'intérieur, il y avait un parking. Et ça, c'est le projet, ça, c'est le plan, ce qu'on a proposé. On a proposé de commencer par l'extérieur avec une place, dégager tous les obstacles pour redonner la visibilité aux remparts, aux fortifications à l'entrée. Elle n'a pas été réalisée. Je pense qu'ils vont la faire d'ici 2 ans. Mais bon, on verra bien. Ça, c'est le dessin du fossé. Le fossé, donc pas de parking. On a dessiné un jardin méditerranéen avec des plantes parfumées. On a dû beaucoup travailler avec le superintendent, comment dire là en France, les monuments historiques pour éviter que les plantes cachent les fortifications. Là, vous voyez le pont qui maintenant est revenu à la largeur originaire, le City Gate. Là, vous voyez le Parlement, le bâtiment du Parlement et l'Opéra. Quand on a dessiné le Parlement, il y avait le problème du programme aussi, parce qu'un Parlement, tout le monde, il voulait un très gros bâtiment. Et nous, on a passé du temps à expliquer qu'un Parlement, grosso modo, pour la plupart du temps, ça aurait été des bureaux vides. Et donc, on les a convaincus qu'il fallait faire un bâtiment à une échelle juste, plutôt que faire un très gros bâtiment avec des bureaux vides. On a articulé ce bâtiment, on l'a coupé en reprenant les angles du cavalier, en sorte que quand on marche, quand on rentre dans la ville et on tourne la tête vers la droite, on regarde l'angle du cavalier, et donc tout ça s'est exposé. Ici, il y avait une route qui passait. D'ailleurs, c'était une des entrées à la Valette avec des voitures. On a viré cette rue. À la place, on a formé des escaliers, des grands escaliers, pour aller pour exposer tout d'abord les fortifications, donc des 2 côtés, mais aussi pour créer un pattern, un passage piéton qui permettent de se balader aujourd'hui autour de cette architecture militaire. Voilà, ça c'est une section. Vous voyez encore l'entrée, c'est de ce côté-là, le fossé, le pont des Chevaliers qui donc il a été réexposé parce qu'avant il était couvert par des extensions. Donc les escaliers, avant ici, il y avait une rue qui passait, comme je disais. Le Parlement, il touche le sol avec quelques éléments massifs. Mais pour le reste, il est articulé en 2 blocs, un bloc des bureaux et un bloc de la salle de l'Assemblée. Et les 2 blocs ne touchent pas le sol parce qu'on voulait quand même préserver l'idée de place. Donc on a dit on va mettre un bâtiment, mais c'est un bâtiment qui ne va pas voler de l'espace public, qui va préserver cet espace public, mais il sera là. Et plus loin, vous voyez l'opéra. Donc dans l'opéra, après on verra bien ce qu'on a fait. C'est une maquette, ça c'est une maquette en bois, et ce qui est impressionnant, c'est si vous voyez Malte du haut, c'est vraiment comme ça. Mais au lieu d'être en bois, elle est entièrement en pierre. Voilà. La question de la pierre a été une question vitale parce que quand on est arrivé à Malte la première fois, tout le monde nous a expliqué qu'à Malte, il n'y a pas de pierre. Il n'y avait pas de pierre. Pierre dure, pierre utilisable pour les bâtiments. Ça, évidemment, nous, on n'y croyait pas. Mais ce qu'on a compris, c'est que les Maltais, ils avaient l'habitude extraire de la pierre dure quand il a travaillé à la pioche et quand tout le monde travaillait à la pioche. Mais du moment où les nouvelles technologies sont arrivées, le reste du monde a évolué, eux, ils ont posé la pioche, ils ont arrêté d'extraire de la pierre dure
ils ont ouvert des carrières de pierre molle qui pouvaient couper à la scie pour faire des blocs standards. Donc, à la base, ils ont vraiment abandonné le métier de l'exploitation et du travail de la pierre dure. Nous, évidemment, cette pierre molle, on ne pouvait pas l'utiliser parce que pour un tas de raisons. Le Malte, c'est un pays où il faut faire beaucoup de restauration parce que cette pierre elle est très sujette à l'érosion. Donc, on était obligé de trouver de la pierre dure. Et je suis allé voir un géomorphologiste du gouvernement avec qui on s'est promené pour chercher des lieux où on pouvait trouver cette pierre dure. Et elle m'a baladé ici, dans cette zone-là. Alors ça, c'est une carrière où il y a de la pierre dure, mais qu'eux, ils utilisaient de l'explosive pour extraire de la pierre. Donc, on avait compris à ce moment-là que la pierre dure existait, était exploitable, mais il fallait trouver un moyen pour l'extraire, et pour l'extraire d'une bonne façon d'ailleurs. Donc, on a appelé des amis avec qui on a travaillé de Carrare, qui sont descendus, qui sont venus, nous ont aidés à ouvrir. On a individué un terrain, un territoire où il y avait cette pierre, et ils nous ont aidés à ouvrir la carrière. Et du coup, dès qu'on avait la certitude qu'on avait cette pierre, on a commencé à réfléchir à comment utiliser la carrière. Parce que là, il s'agissait d'ouvrir une carrière. Donc, on a commencé à ouvrir la carrière. Et donc, l'idée, ce qui nous est venu, c'était de dire, si on prend ce qu'on voulait faire, l'idée de travailler la pierre avec une certaine honnêteté, dans sa masse, dans ses capacités mécaniques, mais aussi dans sa nature géologique, dans son positionnement géologique, on s'était dit que ça serait bien si on arrivait à extraire la pierre de sorte qu'on puisse la repositionner sur le bâtiment en respectant exactement la position telle qu'elle a été extraite dans la carrière. Il s'agit disons, si je peux dire, d'un layering, d'un respect géologique, vraiment d'une stratification géologique, de la respecter, de la prendre, de la récupérer et de poser la pierre, en sorte que quand vous voyez le bâtiment, vous voyez vraiment le ventre de la montagne. Enfin, vous voyez un peu la stratification. Vous pouvez lire sur le bâtiment la stratification géologique. C'était assez facile à dire, à raconter, un peu plus compliqué à faire. Mais on a commencé avec les Maltais à réfléchir et on a mis en place, ils ont mis en place un système de traçage de la pierre, donc à partir de la carrière. Du coup, la face de la carrière, elle a été marquée comme vous la voyez. Ensuite, ça c'était un test qu'on a fait. On a extrait les blocs de cette partie de carrière. Ça, c'est ce qu'on a obtenu. À partir de là, on a coupé et on a essayé, on a vu pratiquement ce qu'on allait recevoir, ce que cette partie de carrière allait nous donner, et c'était ça le résultat. La grosse difficulté, évidemment, c'est que vous avez beaucoup de cassures quand vous allez extraire la pierre, les blocs dans la carrière. Et donc, vous allez vous retrouver avec des vides par ici et par là qu'il va falloir remplir, il va falloir matcher. Mais en faisant comme ça, vous pouvez sentir une certaine continuité disons de la veine. C'est une pierre qui est extrêmement hétérogène parce qu'il y a des incrustations de rouge, il y a du blanc. Enfin, c'est pas comme du marbre veiné. Donc cette opération, elle était au final, je ne sais pas si elle était extrêmement nécessaire, mais pour nous, c'était encore une fois une approche de honnêteté vis-à-vis de la carrière, vis-à-vis de l'exploitation des carrières, de la pierre et de tout ça. Donc ça, c'est la carrière donc, qui, après, je dirais, 8 mois d'activité. Là, c'était tout plein. Ils ont commencé à excaver par là. Et là, c'était la première fois qu'on pouvait vraiment extraire des blocs avec une certaine continuité. Voilà, le bloc, une fois extrait par la face qui avait été indiquée, il est numéroté.
pour savoir exactement d'où le bloc il vient et pour pouvoir le travailler et repositionner les blocs. Après, chaque pièce elle a été numérotée encore une fois. C'était un processus continu. Après, on mettait les slabs, les blocs par terre pour faire le match, pour remplir les vides, parce qu'on avait beaucoup de vides. Donc, on mettait la pierre qui sortait par terre et ensuite on allait remplir, on a rempli les vides, les parties manquantes, jusqu'à monter la pierre sur la façade. C'est une pierre qui fait, dans cette partie-là, elle fait au moins 10-15 cm d'épaisseur. On se refusait de travailler avec de la pierre fine. On pense que la durée de vie elle est importante. Et ce qu'on voulait faire aussi, c'est qu'on voulait que la pierre et le travail, les blocs soient posés l'un sur l'autre. Et donc, ce que vous voyez là, tous les bras en acier, en réalité, ils tiennent la pierre à la verticale, mais la pierre elle est posée un bloc sur l'autre. Sur la question des matériaux, la pierre évidemment n'était pas suffisante. On avait besoin de chercher un autre matériau. On pensait que le fer, quand vous allez à Malte, vous voyez la pierre, mais vous êtes aussi charmé par le fer, par les armures, par l'histoire des chevaliers. C'est quand même impressionnant. C'est un peu l'histoire de l'Europe. Il faut dire d'une partie de l'Europe qui a constitué une forteresse contre l'avancée des Ottomans, enfin des Turcs. Voilà, ça c'était magnifique, la façon dont ils travaillaient le fer, l'acier. On voulait travailler ça et on voulait faire sentir l'utilisation de l'acier sous une forme vraiment massive. L'acier, pas la tôle d'un millimètre plié. Et donc on s'est servi de l'acier pour définir notre territoire. Quand on a dessiné le City Gate, on a placé des lames d'acier à droite et à gauche, là où la partie de fortification avait été démolie, et on a mis des lames d'acier comme ça. Cette lame-là, elle fait 10 mètres de haut, 60 mm d'épaisseur, 2,50 m de large, et elle pèse autour de 15 tonnes. On a posé là sur place, et elle ne va pas bouger, c'est sûr, elle ne va pas rouiller, et si elle rouille, ce n'est pas grave, parce qu'il faut beaucoup de temps pour qu'elle disparaisse. Voilà, une fois qu'on a compris le site, on a décidé les matières, on a décidé qu'on allait travailler avec la pierre, on a décidé qu'on allait travailler avec l'acier. Il s'agissait de dessiner le City Gate, d'abord la porte de l'entrée. Et ça, c'est une opération qui est quand même très compliquée, extrêmement compliquée, parce que c'est pas vraiment de l'architecture, vous avez affaire avec l'histoire des lieux, l'histoire de l'architecture, l'histoire des fortifications, la culture, et après vous ne savez pas si c'est, enfin, où ça s'arrête, disons, le domaine de la sculpture et ça commence l'architecture ou bien. Donc c'était une opération qui était très complexe et du coup on a décidé qu'on n'allait pas faire une porte parce qu'on avait été appelé pour faire une porte et on s'est dit, les Maltais, les chevaliers avaient fait une porte. Après, les Anglais ont fait leur porte. Les Italiens ont fait une autre porte. Nous, on arrive et qu'est-ce qu'on fait? On fait une autre porte qui va être démolie encore dans 50 ans. Et on est parti, on est revenu à la base qui était pratiquement à l'origine, il n'y avait pas de porte. Quand les fortifications ont été bâties, il n'y avait vraiment qu'un trou, un tunnel qui traversait les fortifications qui ont 10 mètres d'épaisseur. Il n'y avait tout simplement pas de porte. C'était les fortifications, c'était défensif. Il n'était pas question de faire une grande porte parce qu'évidemment ça aurait représenté une faiblesse. Donc ils ont fait un trou. Et nous on s'est dit, on ne va pas faire un trou, mais on a décidé de reconstituer la partie manquante et on a dessiné une brèche. On a dit, on ne fait pas un trou, il y avait un trou, on ne fait pas de porte, mais on va dessiner une brèche. Une fois qu'on a reconstitué les fortifications, on va recréer une brèche et la brèche est la largeur de Republic Street. C'est la rue qui file tout au long et qui traverse toute la ville. Cette largeur-là, elle fait 8 mètres.
Quand on est arrivé et quand on a démoli la porte existante, on s'est rendu compte que les fortifications avaient été détruites pour une largeur de 33, 32, 32, 33 mètres. Donc il s'agissait de reconstituer tout ça pour pouvoir faire la brèche. Et c'est là qu'on a décidé de marquer le territoire entre ce qui était l'ancien et ce qui était le nouveau par l'insertion de lames en acier de 60 mm d'épaisseur de part et d'autre. On a dessiné donc le fossé, le jardin du fossé, et on a décidé à dessiner un ascenseur qui, du niveau de la ville, il descende au niveau du fossé. Et cet ascenseur, il grimpe sur une lame en acier qui déborde de 2,50 m par rapport au niveau des remparts. Ça, c'est un esquisse qui montre, en réalité, au-dessus du City Gate, il y avait beaucoup de tunnels. Là, on parle de patrimoine. Il y avait beaucoup de tunnels creusés par les chevaliers. Le but, c'était défensif, évidemment. C'était de pouvoir se déplacer en haut, en bas, sans être vu. Donc, l'idée, c'était d'utiliser une partie de ces tunnels pour circuler, pour descendre du niveau de la ville en bas, dans le fossé, en limitant les excavations et en préservant au maximum la pierre, la nature qui était déjà sur les lieux, et surtout en préservant les tunnels bâtis par les chevaliers. Pour faire cette opération, ça c'est un tunnel comme vous voyez, c'était un tunnel existant, ça c'était une partie qui avait été excavée. Donc nous on s'est servi de ça pratiquement, on s'est servi de ce trou, on l'a resculpté. On a placé 2 blocs de pierre par-dessus, on les a ouverts, ces blocs de pierre, en sorte de faire rentrer légèrement la lumière, une lumière rasante, une lumière vraiment une faille de lumière. Et pour faire ça, il fallait aller quand même excaver dedans, il fallait finir ces trous, enfin, il fallait lui donner cette forme-là. Et comme c'était vraiment pas facile, on a fabriqué cette maquette et c'est cette maquette qu'on a donnée aux gens là-bas en Maltais pour aller excaver, pour faire ce travail d'excavation vraiment dans le ventre de la ville finalement. Ça, c'est un document qui montre un peu le boulot qui fait cette porte, parce que cette porte, et bien évidemment, elle est massive. C'est l'épaisseur de la fortification de 10 mètres de haut par 10 mètres de large par 10-12 de hauteur. La profondeur du fossé, ça fait 15 mètres. Et là, ça, vous voyez, ça c'est une des lames en acier qu'on a insérées pour pouvoir placer l'ascenseur, qui donc il grimpe sur cette lame en acier. Ça c'est le pont des chevaliers qui donc il a été exposé, qui avant n'était pas visible. Et c'était un gros travail parce que tout le monde pensait qu'il n'allait pas tenir. J'étais toujours étonné du fait que personne n'avait confiance sur ce que les chevaliers avaient fait, parce qu'il y avait ce pont, il était là, et finalement, quand on l'a exposé, on s'est rendu compte qu'il tenait très bien, il n'avait pas besoin d'être renforcé, on l'a pris tel quel, on a mis un tablier par-dessus, et ça marche très bien. Voilà. Ensuite, on s'est dit, bon, bien, la brèche, c'est bien, mais toutefois, c'est en quelque sorte, c'est l'entrée. Il s'agissait d'un deuxième exercice de comprendre comment la brèche pouvait devenir une référence, une brèche de référence, un endroit, un passage où les gens allaient se reconnaître. Donc, ce qu'on a fait, on a gardé l'idée de la brèche de 8 mètres. Donc ça fait 8 mètres. On a évasé légèrement pour donner un peu plus de plasticité à cette entrée, et on a planté 2 mâts qui font 25 mètres de haut. C'est des mâts qui évidemment, on les a construits tout neufs, mais c'est quelque chose qu'on a voulu récupérer du langage militaire, et c'est quelque chose qu'on a voulu tourner dans le langage militaire
un langage, disons, on voulait, comment dire, de présentateurs, comme de gardes qui saluent les gens qui rentrent à la Valette. Donc on a joué un petit peu sur cette envie de prendre des objets de nature militaire et les tourner vers quelque chose qui salue, qu'ils font un salut aux gens qui rentrent à la Valette. C'était aussi une façon de dire de rentrer dans une ville de nature fortifiée par un geste de salutation. Ça, c'est ce qui a été construit. Donc là, vous voyez le pont. Ça, c'est le pont des Chevaliers de Malte. Maintenant, quand vous passez, vous pouvez voir en bas le fossé. Et là, pour construire cette porte, on m'a demandé évidemment de donner le dessin de la pierre, de l'appareillage de la pierre. Une chose que je me suis refusé parce qu'il voulait faire, évidemment, comme personne ne voulait prendre de risques, il me demandait de dessiner des blocs de pierre qui faisaient 1 mètre par 50, 1 mètre par 80. Et là, on a dit non, on va pas, c'est pas ça qu'on va faire. Il faut faire quand vous faites une opération de ce genre, vous allez parler à la roche vive. On ne peut pas faire, c'est vrai que toute la partie en haut, après c'est l'appareillage, ça c'est la fortification bâtie. Et d'ailleurs, quand ils ont construit ça, ils ont creusé en bas, ils ont creusé le fossé et la pierre qui est restée, ils l'ont mis par-dessus. D'ailleurs, c'était une technique assez fréquente. Mais du moment où nous, on devait aller construire tout ça, on n'avait pas envie, moi je ne me sentais pas du tout de dessiner des pierres comme ça et de dire, voilà, c'est ça qu'on a fait. Du coup, je suis allé à la carrière et je dis au responsable de la carrière, les blocs qui t'arrivent à sortir, les plus grands, tu me le dis, tu me fais la liste et on va dessiner le gate par rapport à ce que vous allez excaver. C'est quelque chose qui ne marche pas du tout dans un processus anglo-saxon, il faut le dire, parce que Malte, c'est un pays qui a beaucoup hérité par les anglo-saxons. C'était un projet qui était mis en place avec un système de project management et tout ça anglo-saxon. C'était hors de question de pouvoir improviser, faire des choses comme ça et dire on va voir ce que la nature nous donne et après on va dessiner ça en conséquence. Personne aimait ça, mais les Maltais aimaient ça. C'était finalement les responsables de projet qui étaient horrifiés par ça. Du coup, j'ai bypassé tous ces gens-là et je suis allé dans la carrière parler tout d'abord au mec qui excavait la pierre de la carrière. Ensuite, je suis allé chez le tailleur et je lui ai expliqué combien de fois lui, il aurait pensé qu'il aurait construit le gate, le city gate, enfin la porte de l'entrée de la Valette. C'est bien évidemment une fois dans sa vie. Et donc tous ces gens-là, finalement, on s'est coalisés pour faire parler la nature, pour dessiner ça, pour ne pas dessiner ça, mais pour le construire par rapport à ce qu'on allait obtenir de la carrière. Les Bovis, évidemment, les project managers, ils n'étaient pas contents, mais c'est ça qu'on a fait. Et donc là, on a terminé, par exemple, un jour, on m'a appelé en disant qu'ils avaient réussi à sortir un bloc qui faisait 3,50 mètres par 7 mètres de long, par 2 mètres de large. C'était une carrière très difficile à exploiter. C'était une carrière qui n'avait pas d'historique. Donc vous voyez, ça c'était déjà un gros bloc. Mais du coup, on a commencé à placer ces blocs aux 4 coins et c'est comme ça qu'on a avancé. Voilà, ça c'est la vue latérale. Donc vous voyez encore, et ça c'était là où il y avait le pont-levis, les lames en acier qui rentrent dans la roche vive. Ça c'est une vue de l'intérieur. Ça c'est un détail de la lame en acier, 2 lames en acier, 60 mm, 60 mm les deux. Massive, on a les coupé là légèrement. C'était évidemment, on a parlé avec les monuments historiques qui aimaient pas trop, mais finalement ils ont compris le but, ils ont compris l'envie de définir ce territoire avec une certaine franchise. Donc on a pu faire ça. Ça c'est le mât. Ça a été tourné. C'est un objet qui fait 25 mètres de haut. Qui a été tourné sur des pièces qui ont été vissées. C'est un objet qui est très massif, qui est très lourd
Et la seule façon de le faire rester en place avec une structure très très légère, c'était justement de le faire lourd. On s'est un petit peu approché du principe de tensegrity pour faire travailler le plus d'éléments en traction au lieu qu'en compression. Il y a peu d'éléments qui travaillent en compression. Et en utilisant le poids du mât, finalement, on a pu dessiner quelque chose qui est assez léger. Ça, c'est la partie intérieure du city gate, donc de la porte de l'entrée. Ici, comme je disais, il y avait une route avec des voitures. On a viré la route, tout le monde a pleuré pendant 6 mois, mais après, tout le monde s'est habitué à passer par ailleurs. Et on a fait ces 2 escaliers, et donc on a exposé les fortifications. Et d'ailleurs, c'est des escaliers qui n'existaient pas dans la même position, mais qui existaient. Ça, c'était le niveau haut, ça, c'était le niveau de la ville en bas. Il y a 9 mètres de différence. Ça existait, mais après, ils avaient tout démoli, ils avaient tout déchiqueté dans les années 60. Voilà, ça, c'est une vue des 2 escaliers. Et ça, c'est la nuit. Ils commencent à faire des défilés de mode. Ils n'étaient pas contents quand on a fait ça, mais finalement, ils commencent à apprécier. Comme quoi. Et ça, c'est le Parlement. Je disais, le Parlement, il se compose de 2 blocs. Un bloc pour les bureaux, un bloc pour la salle de l'Assemblée. Et après, il touche le sol par quelques éléments massifs qui se trouvent en face de la fortification. Et quand on a présenté la première fois ce bâtiment, on ne savait pas vraiment quoi faire. À la fin de la PS, on a présenté un projet qui était pratiquement 2 cailloux, sans fenêtre et sans rien. Il n'y avait rien. Les gens, évidemment, étaient choqués. Le Premier ministre nous dit, vous n'allez pas faire un bâtiment sans fenêtre. Mais, évidemment, on ne savait pas vraiment comment traiter la pierre. Parce que quand vous travaillez avec la pierre, si on veut être franc, si on veut être honnête, si on veut être aussi contemporain, si on veut être aussi... C'est une obligation, en quelque sorte, de la respecter dans toutes ses caractéristiques. Mais aussi, il faut que ce bâtiment était expression de notre temps. Donc, on a pris le temps de comprendre comment utiliser cette pierre, comment la travailler et comment arriver à quelque chose de cohérent en termes de confrontation avec l'histoire, mais aussi en termes de confrontation avec notre temps. On est parti, on a dessiné des façades qui font 80, des murs. Là, les façades, elles font 85 cm d'épaisseur. Donc, ce n'est pas le mur de 30 cm avec l'isolation, tout ça. On s'est dit, la pierre, il faut qu'elle fasse son travail. On est parti de quelque chose de très massif parce qu'on voulait déjà que ce bâtiment, il a une certaine caractéristique, disons, aujourd'hui, tout le monde parle de sustainable, il y a beaucoup de proclames qui se font autour de ça. Il y a beaucoup de fumée qui tourne, qui se lève autour de ça. Nous, on n'en a pas fait, on n'a jamais fait une annonce sur ce projet, que ce projet allait être sustainable, mais on a travaillé les sujets un par un, et le tout premier, c'était de faire travailler la pierre, sa masse, histoire d'aplatir le cycle de chauffage, refroidissement pendant le jour et la nuit, qui dans un mur à faible masse, il a une courbe qui est très accentuée, et quand vous allez rajouter de la masse, la courbe devient très plate. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a commencé par un gros mur, un mur épais. Ça, c'est une image de synthèse, je n'avais pas de photo, mais ici, je voulais montrer comment le bâtiment il a été coupé, donc il a été sectionné en 2 parties, l'assemblée et les bureaux, et tout ça au but d'exposer le cavalier, d'exposer l'angle du cavalier. Et d'ailleurs, quand on s'approche là, on voit tout le cavalier derrière. Ça, c'est une vue depuis l'entrée. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on a trouvé sur place. Ça, c'est la Lower Coralline, ils appellent cette pierre. C'est une pierre calcaire qui est très friable, qui est très exposée aux agents et qu'il va falloir, pratiquement, c'est un processus il faut un processus de restauration continue. Tout ça, ce sont des blocs qui ont été insérés et au fur et à mesure, ils enlèvent ces blocs qui sont mangés
ils vont les replacer avec des blocs comme ça. Et ça, ils le font tout le temps. D'où la raison pour laquelle on ne pouvait pas travailler avec la même pierre. Mais ce qu'on a appris de là, c'est une chose, c'est que ces grandes surfaces de pierre des fortifications, qui à l'origine, quand elles étaient neuves, elles étaient plates, vous laissez faire la nature et la nature vous fait ça, vous donne ça. La nature creuse, érode, et on a trouvé pratiquement des surfaces extrêmement texturées avec des ombres. Le soleil à Malte, il est très fort, la lumière elle est très nette, avec des ombres très nettes. On a été charmé par ça. Et on s'est dit, bien, si nous on part avec notre projet, il va falloir partir évidemment d'un mur en pierre, mais après peut-être il faut apprendre par la nature et commencer à gratter et l'éroder. Et donc la façade, elle doit faire le boulot de façade, pas en rajoutant des éléments, mais en enlevant de la pierre, en grattant, en érodant cette masse de pierre. Et on arrivait à quelque chose comme ça. Du coup, on est arrivé avec... Donc on a, dans une façade comme ça, on a géré la transition de la partie massive qui se creuse au fur et à mesure jusqu'à avoir des fenêtres. Et là, vous allez voir les ombres. Vous allez voir les ombres. Ça, c'est une façade qui est orientée à sud-ouest. Et vous voyez que ces pics, ils font des ombres sur la façade. Après, on parlera un peu plus de ça. Le résultat, c'est quelque chose comme ça. Vous voyez, nous, on était un peu obsédés par cette confrontation entre le nouveau et l'historique, parce que c'est pas facile de tenir le coup. C'est même très facile de se tromper. Donc, on a beaucoup travaillé sur cette idée d'érosion, beaucoup travaillé sur l'idée de masse, beaucoup travaillé sur l'idée de franchise de la pierre, pour justement arriver à une image qui tenait la route, à une confrontation qui tenait la route, pour avoir un bâtiment moderne, mais qui parle aussi bien à l'histoire. Ce sont des croquis d'un samedi après-midi. Quand vous n'avez pas quoi faire, vous savez que vous avez un mur de 85 cm d'épaisseur, il faut inventer quelque chose. Donc on est parti par là. On s'était dit, comme le soleil il tourne, la première chose à faire, il va falloir couper un plan, histoire de créer des éléments verticaux qui protègent la façade du soleil. On s'était aussi dit, il faut probablement, ça serait bien qu'on puisse voir à travers, parce que si vous faites un mur en pierre, vous faites des fenêtres, comment est-ce que vous allez éviter de faire des petits trous? Mais enfin, comment recréer cette vibration? Et il y avait aussi la question de porter de la lumière naturelle à l'intérieur. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'un plan, on a coupé dans ce sens-là. Ensuite, en élévation, on a coupé dans ce sens-là. Donc il y a deux coups de scie, si je pourrais simplifier. Un coup de scie vertical avec un certain angle, et un coup de scie horizontal avec un autre angle. L'idée, c'est d'avoir, avec cette coupe-là, c'est d'avoir le soleil qui éclaire cette face, la lumière naturelle de cette face, elle est réfléchie sur la face inférieure du bloc supérieur, et à partir de là, la lumière, elle rentre à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on a une façade massive, mais qu'on a à l'intérieur, on sent quand même une certaine quantité de lumière naturelle. À partir de là, on a commencé à modéliser et on a fait ça. Ça, c'est un dessin 3D SketchUp tout bête. On n'a pas utilisé 3D Max, rien de spécial. C'est vraiment un logiciel basique. Mais on a mis tous ces éléments. On était parti par cet élément massif. On a commencé exactement à couper, à faire des coupes verticales avec un angle, des coupes horizontales en biais dans l'autre sens, et on a sorti ça. Évidemment, ces coupes, elles suivent l'orientation, le chemin du soleil sur toutes les façades. Donc, c'est le même angle, mais une fois c'est tourné de ce côté, autrefois c'est tourné de l'autre côté. Mais grosso modo, ça répond exactement au cheminement du soleil. Et la chose qui
qui est impressionnant, c'est que quand vous tournez autour de cette façade, vous passez par une image qui est extrêmement massive, à cette image après qui s'ouvre, qui laisse entrevoir ce qu'il y a à l'intérieur, jusqu'à quand vous la voyez frontalement où la pierre laisse beaucoup plus l'espace à des ouvertures. Avec le même fichier, si je peux dire 3D, on a fabriqué cette maquette. Donc c'était de la stéréolithographie. Et ben voilà, ça c'était un exercice extrêmement important parce qu'après on a fait des essais de lumière en vrai sur cette maquette. C'est une maquette au 50e. Oui, au 50e. Et on a testé ce jeu-là d'érosion. La phase successive a été un prototype. On a dû du coup dessiner tous les blocs un par un. Dans ce prototype, toutes les couleurs, à chaque couleur correspond un modèle, un bloc différent. Donc vous voyez, c'est innombrable, il y a un très grand nombre de pièces, de blocs différents, et chacun est sculpté. Donc on a utilisé le fichier finalement pour lequel on avait fait les images, le modèle et le prototype, et pour ça on a utilisé ce fichier qui a été réadapté pour travailler les blocs à une machine à contrôle numérique. Et ça a été installé à Gênes. C'est la première fois qu'on s'est rendu compte que cette façade, elle était si folle un petit peu, un truc de fou, mais qui était faisable, qui n'était pas tout à fait folle finalement, qui marchait très bien au niveau de l'ombrage, au niveau du contrôle de l'énergie et de la lumière naturelle, et qui avait quand même une certaine texture. Le passage successif a été celui d'appliquer le processus du prototype à la façade pour aller gérer toutes les profondeurs, pour aller gérer tous les objets. Tous ces blocs ont été dessinés un par un, là où il y a toutes ces variations-là. Tout était numéroté et tout a été installé bloc par bloc, pièce par pièce. C'était un travail vraiment pas facile, très complexe, mais tout le monde, il faut dire, était très passionné. Voilà, là il y a un cycle de photos, voilà, ça c'est qui vous en sortez. Ça, ce ne sont pas deux images, ça c'est une image, c'est une seule photo où il y a la façade en biais du Parlement, là c'est la partie des bureaux, et là vous voyez encore une fois les ombres. Et je vous assure, quand vous êtes à l'intérieur, vous regardez à l'intérieur, depuis l'intérieur, vous regardez à l'extérieur, il y a une très belle transparence, mais cette vue, elle se mélange avec la présence de la pierre. Et là, vous voyez la face très éclairée, et c'est par là que cette lumière, elle rentre à l'intérieur. Voilà, quand vous bougez à la verticale ou à l'horizontale, c'est une façade qui change totalement de densité, il change de massivité. La massivité change. On bouge à la verticale parce qu'il y a des escaliers qui montent sur le côté. Donc on a vraiment l'impression de bouger dans l'espace et la façade, elle bouge avec vous. Voilà. Vous voyez encore une fois les ombres. Ça, c'est la façade ouest. Quand on a travaillé sur l'éclairage de nuit, on a fait le choix de ne pas travailler, de ne pas éclairer le bâtiment. On a dit qu'il faudrait probablement, ça aurait été bien de laisser la nuit des lumières quelque part ici et par là à l'intérieur jusqu'à une certaine heure de la nuit, histoire de faire ressortir la lumière par les fenêtres. Et c'est cette lumière qui timidement va éclairer les pics. Et c'est comme ça que cette pierre massive, elle assume presque une espèce de consistance, une translucence. C'est pas vrai du tout, mais c'est cet effet de lumière qui vient, qui caresse la pierre.
Ça, c'est une vue depuis la cour. Donc, la rue principale, elle est là. Vous marchez là. Quand vous tournez la tête, il y a cette brèche qui fait 2 mètres. Les deux bâtiments ne se touchent pas, sauf avec des ponts, des petits ponts. Mais là, ils se caressent pratiquement. Mais finalement, en bas, c'est très généreux. Et du coup, quand vous marchez là par là, et vous regardez le cavalier, qui est quand même la structure militaire de référence, il est entièrement visible. Et là, vous voyez une texture qui est beaucoup plus uniforme parce qu'il y a les bureaux. Et donc, il y a la partie, on a besoin de plus de lumière. Et les bureaux sont établis de façon plus régulière. Et quand vous passez de l'autre côté, l'assemblée, qui est un objet plutôt opaque, il y a le salon, disons, le déambulatoire autour de la salle. Donc, on a voulu ramener la lumière que dans le déambulatoire. Et donc, cette érosion, elle est strictement limitée là où on a besoin d'amener de la lumière. Et donc, finalement, vous vous rendez compte que le projet, il se dessine, la façade, elle se dessine tout seul. Il suffisait un tout petit peu d'honnêteté, de franchise, et on a obtenu ce type de résultat. Évidemment, après, on a triché un petit peu pour gérer cette transition, mais grosso modo, ce que vous voyez, il est dessiné à partir des espaces antérieurs. Ça, c'est une vue, c'est la façade sud. C'est ce qu'on voit quand on monte des escaliers comme ça. Sur ces escaliers, on a eu beaucoup d'histoires parce que ces escaliers ne sont pas du tout en norme. Ils nous demandaient des escaliers en norme. C'est des escaliers qui font 10 cm par 50. Malte est pleine de ces escaliers-là. Ça avait été construit par les chevaliers avec cette proportion parce que quand ils montent avec les armures, ils ne peuvent pas faire des grands mouvements, ils ne peuvent pas beaucoup monter la jambe, donc il faut qu'ils se déplacent plutôt à l'horizontale. On a eu énormément de débats, évidemment, avec les autorités parce qu'ils nous demandaient, c'était hors norme. On a eu des débats avec les monuments historiques qui, évidemment, ils aimaient ce type d'escalier. Et finalement, tout le monde a accepté de faire ce profil-là. Mais c'est des escaliers qui font à la base 9 mètres de large. On a eu aussi beaucoup d'histoires avec la réglementation handicapée parce qu'ils voulaient un garde-corps, une main courante tous les 2 mètres. C'est comme on fait dans les stades. C'était une longue lutte parce qu'évidemment, dans une ville, ça c'était pour nous, c'est une pièce d'histoire. C'était hors de question d'aller le remplir avec des mains courantes. Mais enfin, là, c'est pour dire que parfois, enfin, les normes, c'est bien, tout ça, c'est vachement bien, mais il faut aussi savoir s'en défendre là où il faut. Mais quand on arrive avec des bons arguments, finalement, on y arrive. Oui, j'ai presque fini. Voilà, là c'est, voilà, ça c'est l'arrière, ça c'est la partie qui est en face du cavalier. Ça c'est la vue d'un pont, ça c'est la passerelle qui connecte le bâtiment des bureaux avec la chambre, l'assemblée. Et ça c'est la vue de la brèche depuis le bas. Voilà encore une image de l'éclairage. Ça, c'est l'intérieur de la chambre. J'ai mis cette image-là parce que finalement, on voulait recréer dans la chambre l'Assemblée. Vous savez, c'est un petit parlement, il y a 80 députés, c'est pas énorme. Mais on voulait vraiment recréer cette espèce de carrière en s'inspirant d'une vraie carrière. Ce sont des images de synthèse. Mais finalement, c'est ça qu'on a construit. Voilà. Donc, c'est un espace qui fait 12 mètres de haut. Il est même plus, parce que ça fait 15 mètres de haut. Et voilà, c'est un pierre massif. On a un toit qui est en acier perforé pour pouvoir gérer l'acoustique, la réverbération. Et ensuite, on a des panneaux en mérisier qui sont absorbants par-dessus pour aider encore l'absorption acoustique, parce que dans un environnement de pierre comme ça, c'était pas vraiment facile à gérer. Voilà, ça c'est une photo finie le jour avant la première séance parlementaire.
J'ai mis cette photo pour vous montrer, pour faire comprendre l'épaisseur du mur. C'est un mur qui fait 85 cm et ce n'est pas un bardage de pierre à l'extérieur. La pierre, elle rentre à l'intérieur et tout autour du bâtiment, à l'intérieur, dès que vous vous promenez, le long des façades, vous voyez des façades en pierre. Et on retrouve le même dessin à l'intérieur. Il a été projeté à l'intérieur. C'est une question de cohérence. Évidemment, c'était cher, évidemment, c'était chiant, évidemment, c'était tout. Mais c'est une question, encore une fois, de cohérence constructive. Tout le monde avait peur qu'on n'allait pas avoir assez de lumière à l'intérieur, mais ça, c'est la lumière que vous avez. C'est vrai, il y a les lumières allumées, mais c'est quand même un espace extrêmement lumineux. Je vais terminer avec l'Opera House. Ça, c'est le dernier projet, partie de ce projet-là. Ça, c'est ce qu'on a retrouvé, la ruine qu'on a retrouvée après qu'il a été démoli, après la Deuxième Guerre. On a nettoyé tout ça. Vous vous souvenez, je vous ai raconté que le gouvernement nous vous avait demandé de démolir ça et mettre le Parlement au-dessus de ça, chose qu'on s'est refusé de faire. Donc, on a nettoyé, restauré et on a inséré à l'intérieur une machine théâtrale. On s'est dit, on garde tout, on va essayer de récupérer les espaces qu'on a et on met dedans une machine théâtrale en acier, point, finito, basta. Voilà, c'est ça que vous avez. Donc, c'est encore une fois, là, c'est un peu, en quelque sorte, la négation de l'architecture. C'est comme si vous prenez un théâtre, vous enlevez la coque, vous gardez la machine, vous gardez toute la mécanique, et c'est ça qui fait le projet. Voilà, ça c'est une vue du Parlement en face du Cavalier. Je vous laisse remarquer la relation des masses entre les deux. La nuit. Et pour préserver les fondations, les fondations de l'ancien, les fondations du théâtre original, on s'est posé sur quelques points et donc tout le tablier en haut, il est posé sur une structure qui fait en sorte qu'il touche le sol vraiment en très peu de points. Voilà, c'est fini. Et merci beaucoup. Merci Antonio. J'imagine qu'il y a plein de remarques, de commentaires, de questions sur ce magnifique projet, non? Ah oui. Quel est le système de mise en œuvre? Parce que là, on a l'impression d'avoir un chantier en plaquage, mais bon, c'est du massif. Et ce qui se passe, c'est qu'on a aussi donc des énormes. Les pierres sont énormément sollicitées au cisaillement. Les espèces de gargouilles qui sortent. Pour nous, ça fait un superbe chantier, j'ai l'impression, à l'avenir, mais ça va fortement. Ça va mal vieillir, d'une vision professionnelle. Non, vieillir, pourquoi ça devrait mal vieillir? Alors, je vous explique, ces blocs-là, avec les pics, l'idée c'était de les faire massifs d'un bloc. Donc, l'idée c'était d'excaver le bloc, le travailler avec le fil diamanté, le sculpter avec la machine, le finir avec la machine, et ensuite l'installer. Mais on a eu des gros problèmes avec des faiblesses, des micro-faiblesses dans la pierre, des choses qui ne pouvaient pas être révélées dans les blocs parce que c'est une pierre extrêmement dishomogène. Et du coup, j'ai demandé de renforcer les pics avec des tiges d'acier très fines, résinées, évidemment pour des questions de sécurité, parce que c'était impossible de comprendre au point d'attachement de ces éléments, ces nez accrochés, il pouvait tomber, il pouvait se détacher, tuer quelqu'un. Mais du moment où j'ai évoqué ce sujet-là, la perforation aurait affaibli ultérieurement ces pics-là. Du coup, on a décidé de couper, de ne pas les excaver du bloc massif, ou bien couper le bloc, garder le morceau et ensuite le coller mécaniquement. On a fait des tests pour le système d'accrochage, pour le système de fixation de ces blocs. Et finalement, ça a passé tous les tests qu'on devait faire. Et ben voilà. Et tous ces blocs-là, il faut dire une chose, ils ne sont pas pendus, ils ne sont pas accrochés. Et franchement, je regrette, j'aurais dû porter plus de photos du chantier et moins du fini.
Mais ces blocs-là, ils sont posés l'un sur l'autre parce qu'on ne voulait pas accrocher la pierre à l'acier, on voulait faire travailler la pierre. Donc on a créé une poutre qui porte toute la pierre en bas et par-dessus on a posé ces objets qui ont été donc stabilisés par des bras qui l'ont fixé à la structure primaire. Mais toute cette pierre, elle est posée, elle travaille en compression, elle est posée l'un sur l'autre, elle fait le boulot de la pierre. Sur une structure métallique, en plaquage. Plaquage, c'est un mot que j'aime pas trop. Structure métallique, oui. Ouais. Mais justement, vous parlez des mots que vous n'aimez pas trop. C'est vrai qu'on se demande comment vous pouvez vous complaire d'un discours assez poétique qui va prôner la franchise, vous faites travailler le matériau, etc. J'en passe. Alors qu'en véritablement, on a un plaquage et que toute cette matière-là ne travaille pas correctement. C'est comme ces lames métalliques qui sont absolument gigantesques, qui pourraient fendre le bâtiment en deux. Elles sont juste là pour un geste plastique. À la limite, raconter que vous faites une tapisserie en 3 dimensions sur laquelle vous avez travaillé sur les effets de lumière, mais on ne peut pas mettre en avant que vous avez respecté les propriétés du matériau pierre. Alors là, c'était une tapisserie, vous avez dit. Alors, si vous dites ça, je pense que je me suis mal expliqué. Je m'en excuse. Ce n'est pas du tout une tapisserie. On a travaillé avec la lumière. Et il me semble que déjà, c'est pas trop mal. On a travaillé avec la masse dites que thermique. Vous avez travaillé avec la lumière, peut-être la masse thermique, mais pas avec le respect de la compression, cette recherche de retrouver l'originalité de la carrière, pas avec un système de plaquage où la discontinuité que met la main de l'homme en allant extraire des blocs, il va justement chercher à retrouver la continuité par l'appareillage. Et il n'y en a pas, c'est un plaquage, on peut l'assumer. Vous êtes d'accord que ce n'est pas une cathédrale qu'on a fait, c'est pas une cathédrale, c'était pas. Alors, ne parlez pas du respect du matériau alors. C'est pas un mur, mais bien sûr, vous savez, la pierre, quand on parle de franchise honnêteté, il faut aussi comprendre qu'est-ce que la pierre, comment la faire travailler la pierre. Si on dit qu'il faut faire, je veux dire, évidemment, on peut continuer à faire la voûte de l'hôtel de ville et c'est magnifique, c'est très bon, mais il faut aussi avoir le courage de questionner la pierre, de la faire travailler au mieux, de la faire travailler. Et ce n'est pas qu'une question de compression, c'était une question de masse, c'est une question de densité, c'est une question de thermique, c'est une question de sustainability. C'est beaucoup de questions. Il n'y a pas la question de la compression. Mais c'est vrai qu'on a insisté pour que les blocs de pierre soient posés l'un sur l'autre et qu'il ne soit pas l'acier à faire le boulot. L'acier ne fait pas le boulot. L'acier ne tient pas la façade. La pierre, elle se porte toute seule. La pierre, elle est stabilisée par l'acier, mais la pierre se porte toute seule. Si ça, c'est du plaquage, je pense qu'on ne s'est pas compris sur le mot plaquage. D'autres commentaires, remarques? En tout cas, moi, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'aller voir. J'ai noté que le Parlement était opaque. Bah oui. C'était une blague à 2 balles. Ouais. Merci une nouvelle fois Antonio. Donc la matinée de conférence se termine.